Bonsoir à tous. On s'applaudit parce que quand même c'est vachement important de s'applaudir en début d'émission. Bienvenue pour cette nouvelle Creative Talk. Ce soir on accueille Stéphane Couchemagnan. Oui, bonjour. Bonjour les étudiants. Bonjour Pablo Tréhin-Marceau. On va parler de production de films, production cinéma, production court-métrage. On va parler aussi des Césars, on va parler de récompenses, on va parler d'émergence de ce qu'on appelait la French Touch à l'époque où justement Quentin Dupieux, etc. émergeaient. Et on va parler aussi de toi, Stéphane. Est-ce que tu peux te présenter et résumer ton parcours en quelques mots? Et quel métier fais-tu déjà, Stéphane? Alors, bonjour, donc je m'appelle Stéphane. Moi, en fait, j'ai été producteur de films publicitaires pendant à peu près 25 ans. Et au travers de mes différentes rencontres dans la pub, du coup, j'ai été amené à faire d'autres choses, un peu de long métrage, un peu de court métrage, un peu de clip. Et donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler de ce que ça a représenté pour moi, ce passage des années 90 à 2000, quand on est passé du film en 35 mm au film HD, au montage en vidéo, et que ça a changé pas mal de choses. Ça a changé la réflexion des gens sur une image, sur un montage. Mais ce que ça n'a pas changé, finalement, c'est le rapport entre les gens. Et moi, finalement, aujourd'hui, ce que ce métier m'a le plus apporté, c'est mes rencontres, les différentes rencontres que j'ai faites avec des réalisateurs, avec des chefs opérateurs, avec des gens d'agence, avec des producteurs. Voilà, et c'est toutes ces rencontres que je vais vous raconter ce soir, en fait. Alors, ce qui est assez génial dans ce parcours, c'est que on en discutait justement en introduction, c'est que en fait le renouveau des éléments de production aujourd'hui agrégés par Internet et donc bientôt et déjà avec l'intelligence artificielle, c'est au moins aussi comparable qu'à l'arrivée d'Internet il y a des années, et notamment aussi au travers de ton parcours, la manière dont on est passé en fait de la fabrication de films façon cinéma à, je dirais, l'intégration de plus en plus de vidéos, et notamment dans la gestion des éléments de production. Est-ce que tu peux nous raconter notamment ce qu'on se disait en termes de montage, en termes d'éléments de production, le fait notamment que tu as fait de nombreux films au départ dans ta carrière, chez Partisan, chez Téléma, avec des réalisateurs de cinéma? Oui, voilà, moi quand j'ai commencé au fin des années 80, début des années 90, d'abord la plupart des réalisateurs qui réalisaient des films publicitaires, c'est des réalisateurs qui venaient du cinéma, parce que finalement la télé c'était pas assez chic pour les publicitaires, donc ils préféraient aller chercher des réalisateurs de cinéma. Donc c'est des gens qui travaillaient en 35 mm, qui montaient en 35 mm. Donc ce que je racontais tout à l'heure à Nicolas et à Pablo, c'est que moi quand j'ai commencé vraiment à la fin des années 80, quand on montait en 35 mm, et c'est-à-dire qu'on faisait du montage avec du film. C'est-à-dire que quand on disait couper, on coupait vraiment non pas le négatif, mais des positifs, des copies. Et en fait, monter, ça voulait dire couper, mettre un scotch pour mettre une scène à côté d'une autre. Et ce qui fait que, autant dans le cinéma, c'est pas très gênant, parce que finalement, le réalisateur a des discussions avec son monteur, mais c'est lui qui dirige tout. Dans la pub, il y a toujours l'agence et le client qui ont un œil, en fait, et un avis sur le montage. Et le problème, c'est qu'au bout de 2 ou 3 modifs, il y avait tellement de scotch sur le positif que de toute façon, on commençait à plus rien voir, donc ils arrêtaient. Donc les modifs s'arrêtaient d'elles-mêmes, parce que finalement, il y avait déjà trop de colle. Ce que je racontais aussi à Nicolas, c'est que, et vous, ça va vous paraître complètement surréaliste, parce qu'on a l'impression, je ne suis pas votre grand-père, mais ça va faire ça. C'est qu'à l'époque, pour faire un fondu enchaîné, ça nécessitait 48 heures dans un laboratoire. C'est-à-dire qu'on envoyait une copie positive, on faisait un truc, il le retirait, et donc ça mettait 48 heures, 2 jours, pour voir un fondu. Et donc à l'époque, le chef monteur disait je pense que le fondu, ça serait bien sur 2 secondes. Bon, et on envoyait ça au labo, et 48 heures plus tard, on voyait le fondu. Donc comme ça avait mis 2 jours, il y avait peu de gens qui disaient ça pourrait pas être un peu plus court, un peu plus long. Non, parce que ça mettait 2 jours. Donc voilà. Et tous ces éléments aujourd'hui vous paraissent complètement surréalistes. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de monter, c'est plus facile de filmer, c'est plus facile tout est plus facile en fait. Et ce qui est un immense
avantage. On a juste de temps en temps perdu un peu le temps de la réflexion. C'est-à-dire que tout est immédiat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on filme, limite, on peut monter à côté sur une table de montage sur un ordinateur. À l'époque, c'était pas possible. À l'époque, on filmait, fallait envoyer la pellicule au labo, c'était développé, on recevait le lendemain, avec un peu de chance, souvent 2 jours après. Donc, à l'époque, on voyait les rushs, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas ce qu'on tournait. On avait les retours vidéo, ça arrivait au milieu des années 80. C'est-à-dire que avant le milieu des années 80, même dans la pub, ce que filmait le réalisateur et le chef-op, ou le caméraman, celui qui avait l'œil dans la caméra, il n'y a que lui qui voyait ce qu'il filmait en fait. Personne ne voyait ce qu'il filmait. Donc le réalisateur regardait et disait « Moi, ça me convient, le jeu, ça va ». Il demandait au chef opérateur « Est-ce que pour toi, l'image, ça va ?» Oui. Et du coup, c'était bon et on passait à autre chose. Alors, du coup, tu dis c'est plus facile, c'est peut-être plutôt plus accessible. Les choses sont plus accessibles pour les étudiants ou même pour les plus jeunes. Ils n'ont pas forcément ce sentiment que c'est plus facile, dans le sens où il faut quand même. C'est pas pour faire débat, mais c'est pour se dire que maintenant que c'est tellement accessible, finalement, c'est pas si facile de s'exprimer et d'arriver à Enfin, je sais pas. Moi, je dirais que c'est l'époque dans laquelle on vit, c'est un progrès parce que finalement. Mais c'est que mon avis, donc et je suis loin de détenir la vérité. Je pense et j'espère que finalement cette accessibilité qui est effectivement cette facilité à faire des images, paradoxalement, elle implique un tri par le talent et pas par la volonté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable, par exemple, et on peut tous faire des films. C'est hyper facile, ou faire des photos. Tout le monde peut en faire. Et finalement, qu'est-ce qu'on va retenir ? On va retenir ceux qui ont eu soit l'idée la plus intéressante, soit le point de vue le plus intéressant, avec leur iPhone ou leur téléphone portable. À l'époque, c'était un tel chemin du combattant pour réussir à faire un court-métrage, parce que avoir une caméra, avoir un film, ça coûtait énormément d'argent, que souvent c'était les gens soit qui étaient déjà dans le sérail, donc les fils d'eux ou tout ça, parce qu'ils étaient là et donc le papa prêtait la caméra et voilà, ou alors ceux qui avaient le plus de volonté, qui étaient capables d'y retourner 50 fois pour finir par avoir des oui et faire ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que ces gens-là avaient plus de talent ? Moi j'ai l'impression que non. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et c'est un vrai paradoxe, plus tout le monde a les mêmes outils, plus la différence, elle se fait par le talent intrinsèque des gens et leur point de vue personnel. Plus finalement quelque chose est difficile à obtenir, plus il y a des moyens différents d'obtenir ces choses-là qui ne sont pas forcément le talent. Mais c'est mon point de vue. Alors, c'est tout à fait vrai, dans le sens où, à mon sens, et je partage tout à fait ta réflexion, avant, pour engager un film, il y avait effectivement tout un parcours du combattant, l'acquisition de moyens techniques, le fait d'avoir effectivement des gens qui étaient dans la volonté d'y arriver avec justement cette permanence et cette volonté chevillée au corps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de formes d'expression, il y a tellement d'open source sur le talent, notamment parce qu'il y a beaucoup évidemment de festivals, il y a des plateformes, il y a YouTube, etc., qui est aussi un énorme vivier de talent, que du coup c'est moins effectivement l'accès à la technologie ou au financement, et plutôt que le talent qui doit s'exprimer et qui devient permanent. Non, surtout en France où on fait quand même partie de ces métiers où c'est des métiers de réseau en fait. C'est des métiers de tribu. C'est que ça soit la pub, que ça soit la télé, le cinéma. Moi j'ai fait de la pub parce que je dirais presque par un hasard complet. Mon premier stage a été dans une boîte de pub. Je pense que mon premier stage, il aurait été dans une boîte de long métrage. J'aurais fini par faire du long métrage, ou à la télé, j'aurais fini par faire de la télé. Donc et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pareil, pour moi, il y a quand même une sorte de progrès où les choses sont plus interchangeables. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à produire de la pub, la télé, il fallait pas en entendre parler, le documentaire, c'était carrément autre chose et on ne leur parlait pas non plus. Donc, pour les réalisateurs ou les techniciens, il fallait venir du cinéma. C'est ça qui était chic. Et donc, on avait le droit de faire de la pub. Enfin, droit. En tout cas, les gens vous appelaient. Aujourd'hui, j'ai l'impression... Moi, j'ai vu l'apparition du clip, où tout d'un coup, les publicitaires se sont dit « Ah, mais il y a des jeunes mecs ou des jeunes nanas qui font des clips, c'est vachement intéressant. On pourrait peut-être les essayer dans la pub. » Mais c'est venu assez tard, en fait. Parce que le départ du clip, c'est le début des années 80. La pub a mis quasiment 15 ans à reconnaître
le talent des gens en clip et de se dire Michel Gondry, c'est marrant, ce mec-là il est français, il fait des films de pub en Angleterre, aux États-Unis, en France on n'a jamais pensé à lui, pourquoi ? Voilà, donc en France on a toujours ce petit côté, on aime bien être du sérail, il y a beaucoup de réseaux en fait, donc et c'est pour ça que je continuerai à vous parler de l'importance des rencontres que vous allez faire ou que vous faites aujourd'hui, parce que si un jour vous rencontrez, je sais pas, quelqu'un qui est super brillant en images, le lâchez pas, quoi, continuez et faites des choses avec lui et voilà, parce que petit à petit ça va vous amener à d'autres rencontres etc quoi. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, tu as été donc coprésident du club des directeurs artistiques et tu as beaucoup œuvré pour l'introduction du clip, notamment dans le cadre du concours du club des directeurs artistiques. On sait que le club des directeurs artistiques, c'est un petit peu le syndicat de la profession créatif. On est dans l'encouragement pour effectivement avoir des récompenses publicitaires sur tout un tas de champs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est plus uniquement lié dans la pub à proprement parler au club. On s'ouvre sur une pluralité de sujets. Et ça, c'est vrai que tu étais précurseur avec Gabriel Gauthier sur ces éléments-là. Oui, c'est surtout Gabriel qui était président du club, mais parce qu'effectivement, il y a eu il y avait une sorte d'ébullition en fait qui est partie une fois de plus plutôt de l'Angleterre en fait, qui ont été très précurseurs en ce domaine, où très rapidement ils ont utilisé les talents du clip dans la pub, suivi par les Américains et nous un petit peu après. Et donc Gabriel, qui à l'époque était directeur de création à la Young et président du club des AD, m'a appelé parce que moi je travaillais dans une boîte qui était en fait une boîte franco-anglaise américaine et qui était plus connue par rapport à son département de clip que par rapport à son département de pub. La grosse différence, c'est qu'en clip, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour faire des choses, mais il y avait une grande liberté. En pub, il y avait beaucoup plus d'argent et moins de liberté. Donc les réalisateurs avaient une petite tendance à s'exprimer de manière beaucoup plus libre en fait, quand ils faisaient des clips et à pouvoir effectivement établir un univers dont les publicitaires s'inspirer après. On en parlera peut-être tout à l'heure, effectivement. Moi, j'ai... Donc, dans cette production qui s'appelait Partisans de Midi Minuit, qui était la boîte de Michel Gondry, c'est là où a démarré Quentin Dupieux. Voilà, il y a plein de jeunes qui sont arrivés à ce moment-là. Ils n'ont pas tous fait des grandes carrières publicitaires, parce que je racontais tout à l'heure à Nicolas qu'effectivement, Quentin Dupieux, j'ai produit son premier film français de pub, et son premier film français de pub, c'était comme ses longs métrages aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était un peu étrange, pas vraiment une image publicitaire, et du coup, quand Mercedes... J'aurais peut-être dû dire que c'était Mercedes, mais c'était Mercedes. Quand ils ont vu le résultat, ça ressemblait pas du tout à un film Mercedes, ça ressemblait à un film de Quentin Dupieux. Et à l'époque, c'est pas du tout passé. Donc le film, il a fini dans le chutier de l'ordinateur et il n'est jamais sorti. Donc voilà, donc Quentin, il n'a pas fait une grande carrière publicitaire, il était trop décalé, je pense, par rapport à la France, par rapport à la pub. Mais Michel Gondry, on parlait de Antoine Bardou-Jacquet tout à l'heure, qui justement a été le premier réalisateur de clip à gagner le Grand Prix du Club des AD, avec un clip qui s'appelle The Child, qui est un clip qui est fait uniquement en typographie. Enfin voilà, c'est vraiment cette époque, c'est la fin des années 90, où je dirais que la pub a changé. C'est devenu les réalisateurs publicitaires sont venus pour beaucoup des photographes, des réalisateurs de clips, et beaucoup moins d'une sorte de filière très classique de gens du cinéma, de courts-métrages, films, et qui arrivaient à la pub, ou d'anciens créatifs. Pour que vous ayez un petit peu un aperçu de ça, regardez les films Levi's de ces années-là, des années 90, 2000, vous avez tous ceux qui sont aujourd'hui, je dirais, au fleuron de l'innovation visuelle, que ce soit Dupieux, Bardou-Jacquet, que ce soit évidemment Michel Gondry, et puis plein d'autres. Plein d'autres Anglais. Il y a des films absolument formidables dans lesquels il faut aller piocher comme ça des références. J'ai le souvenir d'un film où il y a un gars qui traverse comme ça. Des murs. Il traverse des murs. C'est un film.
C'était pas Jonathan Glazer? Oui, c'est Jonathan Glazer, oui, c'est ça. Et c'était absolument extraordinaire. Donc regardez, replongez-vous. Il y a sur YouTube, je crois qu'il y a une compilation de films Levi's qui date de cette époque-là. Oui, probablement. Et, ou alors aller sur AdForum, compulser ce type d'archives, c'est évidemment inspirant. On va passer à la première partie, parce qu'on papote, mais le temps défile, à la première partie qui est donc l'immersion. Dans l'immersion, on a choisi d'évoquer avec toi la manière dont on travaille justement la recherche, comment on peut évidemment aller chercher des références, comment notamment dans un cadre qui est celui de la conception publicitaire ou du film publicitaire, il y a des références inspirantes qui peuvent nous donner envie ou nous permettre de trouver un concept et ainsi habiller un brief d'une idée qui est plutôt pertinente. Tu nous as amené en fait un clip. Notamment, on va le faire défiler grâce à Elvis quelques images de ce clip. Est-ce que tu peux nous parler de ce clip pour ensuite parler du spot publicitaire qui l'a un petit peu inspiré? Alors c'est le contraire. C'est le spot publicitaire qui s'est inspiré de ce clip. C'est un clip pour un groupe suédois qui s'appelle Royscope, qui a gagné le MTV Award du meilleur clip en 2002-2003, je sais plus, dans ces années-là. Et en fait, ça fait partie du travail d'un producteur de films publicitaires que d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, donc en clip par exemple. Donc, en l'occurrence, moi j'avais vu ce clip et j'avais vu d'autres travails de ces réalisateurs qui étaient un groupe de graphistes réalisateurs. Et du coup, j'ai pris leurs travaux sur une cassette, parce qu'à l'époque, on avait des umatiques, on n'envoyait pas c'est pas par mail, il fallait encore se déplacer avec des umatiques. Et du coup, j'ai été montrer leur travail à pas mal d'agences. Et en fait, au début, j'ai proposé leur travail sur une campagne d'un gros client aéronautique. Et l'agence m'a dit mais ça correspond pas du tout. En plus ils ont jamais fait de pub. C'est quand même un peu risqué. Mais par contre ils m'ont dit on a regardé leur travail et un truc qui nous intéresse c'est ce clip de Royscope parce que nous on a une problématique. On travaille pour le plus gros fournisseur français de nucléaire et que le nucléaire c'est toujours un peu touchy pour la communication parce que ça fait peur aux gens de nucléaire. Et donc là on se dit qu'avec des petits bonhommes ça a l'air hyper drôle. On pourrait faire un truc sympathique. Donc est-ce qu'ils accepteraient de faire une pub pour du nucléaire. Donc, en tant que producteur, je les ai appelés en disant vous inquiétez pas, le nucléaire, ça en même temps, vous utilisez un ordinateur, donc il n'y a pas de raison d'être contre le nucléaire. Bon, ok. Donc eux, ils ont dit oui, il n'y a pas de problème. Ok, on peut réfléchir sur ça. Par contre, l'agence était aussi intéressée par la musique. Et par contre, le groupe suédois, ils ont fait non, le nucléaire, non, il n'en est pas question. Donc on a fini avec une autre musique. Et du coup, ils ont demandé, c'est-à-dire que l'agence a demandé aux réalisateurs de se servir de leur clip pour créer un storyboard pour leur client Areva et de raconter l'histoire du nucléaire en faisant pas peur aux gens et en disant que c'est des petits bonhommes et que c'était hyper sympa et qu'on allait prendre des minerais au Canada et qu'après vous avez de l'électricité pour faire des fêtes chez vous. Voilà. Et du coup ça a tellement bien marché que en fait pendant 4 ou 5 ans on a fait plein de films sur ce principe-là. Parce qu'ils avaient trouvé une sorte d'adéquation entre la forme et leur communication qui a fonctionné. Mais à chaque fois qu'il y avait une manifestation antinucléaire en France, les antinucléaires avaient trouvé les adresses des réalisateurs et allaient taguer sur leur mur de leur immeuble des trucs collabos et tout ça. Donc il y a eu pas mal de petites histoires comme ça. Alors il y a un spot que tu nous as transmis qui est un petit peu la continuité, la déclinaison de ce principe-là. Alors c'est vrai que lui, il est plutôt dans une espèce de mise en abîme parce qu'il y a des systèmes comme ça où on passe par, je dirais, par procédé de réalisation. On démarre effectivement de période pharaonique pour aller jusqu'à justement. C'est l'histoire de l'énergie. Ouais. Tu peux nous parler de ce... En fait, ce film, il a découlé du premier film que vous venez de voir, où en fait, je crois que pendant 4 ou 5 ans, on a décliné le même principe graphique qui s'appelle de l'axonométrique. En fait, c'est des dessins sans perspective. Puis au bout d'un moment, ils ont un peu tourné en rond parce que la pub, ça a besoin de se renouveler quand même. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire en animation? Parce qu'a priori, c'est un médium qui a l'air de bien fonctionner par rapport aux gens. Et du coup, ils nous ont dit, voilà, on a écrit un truc sur l'histoire de l'énergie et donc les réalisateurs sont arrivés avec ça, c'est-à-dire qui était à la fois de changer
de changer d'animation quasiment à chaque époque, de se référer à des tableaux pour le Moyen-Âge, de se référer à des... Et voilà, et à l'époque, il y avait une grosse boîte de 3D à Paris et d'effets spéciaux qui s'appelle Buff, qui avait travaillé sur Troyes et sur Alexandre le Grand. Et du coup, on a été travailler avec eux et on a repris plein d'éléments. C'était Pitoff, non? Oui, Buff Production. Ouais. Enfin, Buff. En fait, il s'appelle Pierre Buff. Donc BUF, c'est Buff en français, mais pour les Américains, c'est Buff. Voilà. Et du coup, là, comment ils ont adapté leur système de travail par rapport à justement la 2D et la 3D? Est-ce que ça a changé leur processus pour... Je dirais que ça pas. En fait, ce qui a changé, c'est que quand ils faisaient de l'animation 2D en axonométrie, comme c'est des graphistes, ils maîtrisaient beaucoup plus le processus parce qu'ils étaient capables de faire eux-mêmes sur After ou sur d'autres logiciels, alors que ce ne sont pas des animateurs. Donc, dès qu'on passe à de la vraie animation 3D comme là, ils sont obligés de déléguer en fait leur desiderata à des animateurs qui animent ce qu'ils veulent en fait. Donc ils ont plus un travail dans ces cas-là j'irais presque de dire comme un directeur artistique, c'est-à-dire qui donne une direction et qui vient vérifier que ça fonctionne et tout ça, qui fait le découpage comme un réalisateur. Mais ce sont pas des réalisateurs d'animation au sens où ils n'animent pas eux-mêmes leurs animations. Mais en fait, ces gens-là, on parlait tout à l'heure des outils modernes. En fait, ils sont arrivés à la pub, ils sont arrivés au graphisme, parce que c'est quasiment la première génération de gens qui ont su se servir de Photoshop. Donc c'était 3 graphistes de Penningen, et qui sont arrivés au moment où c'est eux qui maîtrisaient le plus ce nouvel outil en fait. Et du coup, des gens qui ont fait des clips ou qui ont fait des courts-métrages à l'époque en animation, il y en a eu plein. Aujourd'hui, il en reste peu, et j'ai tendance à penser que ceux qui restent, c'est ceux qui avaient le plus de talent à l'époque. Donc ça corrobore ce que je vous disais tout à l'heure, où eux, maintenant, ça fait quand même 25 ans qu'ils ont créé le studio H5, que ça continue de fonctionner, ils font beaucoup de luxe. Alors évidemment, ça évolue. Ils ont fait de la pub, ils ont commencé par faire des pochettes de disques. Donc en ce moment, il y a une expo à Versailles sur la French Touch, parce que c'est les 25 ans de la French Touch, donc où ils sont partie prenante de cette expo, parce qu'ils ont fait 50% des pochettes de la French Touch. Après, ils ont fait des clips, après ils ont fait de la pub. On a fait un court-métrage. Et là, ils font beaucoup de luxe, et ça a un peu changé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la pub telle que moi je l'ai connue au moment où j'ai commencé et même après, c'était vraiment très segmenté. Il y avait un annonceur d'un côté, une agence de pub de l'autre, une production de film qui représente des réalisateurs. Donc c'était vraiment un travail avec à 3 entités en fait, une sorte de triangle amoureux d'ailleurs, comme dans un triangle amoureux qui est très compliqué à gérer parce qu'on est 3. C'est facile d'être bien en couple à 2, mais à 3, c'est toujours un peu compliqué. Et aujourd'hui, le fait que Internet, que les clients finalement, aujourd'hui les annonceurs font énormément de choses en direct, donc tout cet équilibre a un peu changé, et c'est vrai que les réalisateurs aujourd'hui peuvent travailler beaucoup plus facilement en direct avec des annonceurs, les agences produire leurs propres films, voilà, c'est un métier qui a changé. C'est parce que c'est une relation qui a changé entre les différentes entités de ce marché économique. Oui, et puis en termes de production, ça va plus vite. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur des délais, sur des timings à la fois de production, de post-production qui sont beaucoup plus rapides. Avant, on mettait à peu près, je me souviens, sur un film Danone, on mettait 3 mois, en gros, pour accoucher d'un truc avec les allers-retours de l'annonceur de ci, de là, le choix du réal, la pré-prod, la boîte de prod, les essais, les machins, les post-prod et compagnie, les validations dans tous les sens. Donc 3 mois aujourd'hui, ce serait du délire. Aujourd'hui, on est effectivement raccourci sur un mois, voire parfois sur quelques semaines. Comment ça, ça a changé aussi beaucoup, j'imagine, dans la manière de gérer des réalisateurs, de répondre à des appels d'offres? Ça a tout changé en fait. Ça a tout changé parce qu'on est parti d'un système où d'un côté il y avait un annonceur qui posait un problème de communication à une agence de publicité, qui répondait à ce problème de communication
par une stratégie marketing et de com, qui proposait, par exemple, dans le cadre d'un film publicitaire, proposer des idées, un storyboard, une idée de film, et s'adressait à une société de production pour réaliser le film. Parce que finalement, chaque entité avait un peu l'impression que ce que faisait l'autre, c'était de la magie. C'est-à-dire que à l'époque, un annonceur, un film, c'était des magiciens, quoi. C'était un truc dans une boîte noire. Franchement, entre les Frères Lumière, à la fin du début du XXe siècle et la fin du XXe siècle, le cinéma a très peu changé. C'était un truc magique, le cinéma. Les images, c'était voilà. Aujourd'hui, un annonceur, il se dit, bah, mon fils, il m'a montré un film qu'il a fait. Il a mis 2 heures pour le faire ou 2 jours. Ça n'a rien coûté. Donc pourquoi j'irais dépenser une fortune et attendre 6 mois que une agence développe une idée, trouve un réalisateur. Donc ce que ça a changé, c'est ça en fait. Après, je pense que c'est une étape. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je pense que c'est une étape parce que les buts de chacun ne sont pas les mêmes en fait. C'est-à-dire que moi, en tant que producteur de films publicitaires, pendant des années, aussi bien mon travail, c'est d'aller chercher des talents, d'aller trouver des nouveaux réalisateurs, donc d'aller regarder ce qui se passe en clip, ce qui se passe dans des expos, ce qui se passe en photo, etc., etc. Le rôle d'une agence de pub, c'est de vendre des campagnes. C'est pas d'aller chercher des nouveaux talents. Elle n'a pas le temps, elle fait autre chose. Et le but d'un annonceur, c'est de vendre son produit. Donc lui, c'est pareil, il a autre chose à faire que d'aller... Et aujourd'hui, c'est vrai que comme on est dans une phase en fait où tout le monde peut faire des images et c'est hyper simple de faire des images et de les poster sur le net et voilà, et tout le monde est content. Et donc ça remplit ce besoin d'image. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus besoin d'images. Par contre, j'ai l'impression que la qualité d'abord n'est pas toujours là, que le temps de la réflexion n'est pas forcément là aussi, ce qui fait que entre les différentes campagnes, on a un peu du mal à s'y retrouver. Donc on ne sait plus très bien. Tout le monde fait des images, mais elles ne veulent plus dire grand-chose. Et surtout, c'est que les gens qui vont faire de la production d'images leur métier, les réalisateurs, ils pourront pas... leur métier ne sera pas de faire des images 1 minute pour une marque sur le site internet de cette marque. Parce que, enfin, ce sera une partie des gens, mais on va dire qu'ils ne vont pas aspirer à ça au départ. En tout cas, ils auront des buts ou des rêves plus grands, on va dire. Et pour ça, il faut trouver des gens qui soient capables de leur dire eh ben moi, il n'y a pas de problème, je vous finance un court-métrage, par exemple. Parce que ben, il faut que tu... ou tu as une idée pour faire un clip, très bien. Ben, l'artiste, il n'a pas beaucoup d'argent, parce qu'en ce moment, on ne vend plus de disques, et voilà. Mais il n'y a pas de problème, je vais financer, parce que je crois en ton talent, et je pense que ce que tu vas faire est bien, et après, ça nous permettra, ensemble, de faire autre chose. Mais du coup, s'il n'y a plus ces éléments-là, ben, ça va être plus compliqué en fait pour les gens d'image de trouver non pas des mécènes, parce que c'est pas tout à fait des mécènes, parce que derrière il y avait quand même l'idée de faire de la pub ou de faire du long métrage ou de faire des séries télé, et donc de retrouver un petit peu le financement ou l'investissement qu'on avait fait. Et pour moi, il y a un bon exemple, c'est en ce moment, il y a, je pense, la quasi-totalité des agences de communication qui ont intégré un service de production, les grosses. Donc elles ont toutes leur propre service de production. Donc elles ont des réalisateurs. En tout cas, elles peuvent faire appel à plein de réalisateurs pour fabriquer les films de leur agence. En fait, c'est pas qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un truc de fond qui est que si demain vous travaillez pour une production intégrée de l'agence, en tant que réalisateur, le but de cette production, c'est de faire les films de son agence. C'est pas que le réalisateur, tout d'un coup, fasse un film qui soit remarqué par une autre agence et qu'il puisse aller faire le film d'une autre agence ou le film d'un autre annonceur. Donc de temps en temps, il y a des points de friction quand on fait de la production, parce que c'est des métiers très subjectifs, c'est pas de la science. Donc une image, c'est très subjectif. Donc l'avis sur une image, l'avis sur un montage... vous prenez 10 personnes dans une salle et vous aurez 10 avis différents. Donc, relativement souvent, les réalisateurs ne sont pas forcément d'accord avec les créatifs d'agence, qui sont eux-mêmes pas forcément d'accord avec l'annonceur. Et si on supprime tous ces points de friction qui, malgré tout, font avancer les choses, du coup, en fait, on rabaisse le niveau. C'est-à-dire le but d'une production intégrée, c'est de
faire les films de son agence et qu'il n'y ait pas de problème avec l'annonceur. Parce que c'est pas son rôle d'avoir des problèmes avec l'annonceur. Une boîte de production extérieure, à certains moments, je dis pas qu'elle le fait tout le temps, mais à certains moments, elle va pouvoir essayer de se battre parce qu'elle croit à l'idée de son réalisateur, elle croit au montage de son réalisateur, et du coup, elle va se battre avec l'agence pour imposer le montage de son réalisateur, ou au moins que l'annonceur puisse le voir. Et de temps en temps, c'est ce qui fait que les choses avancent un peu. Sinon, on fait que ce qu'on nous demande de faire, et ça tire pas les choses vers le haut, en fait. Donc je pense qu'on vit une phase qui est pas forcément, je pense que dans 10, 20, peut-être 30 ans, j'en sais rien, peut-être plus tôt, on reviendra à un système où les rôles seront beaucoup plus déterminés, mais pour le bien des choses, en fait, pour une meilleure qualité, en fait, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la direction de création. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'on a une adjonction de talent quand on est agence et qu'on est boîte de prod. C'est-à-dire que la direction artistique, le talent créatif, la manière de l'agréger à des compétences de réalisation, et puis on a des réalisateurs, et ça a toujours été notre cas quand on a travaillé avec des réals, c'est qu'à partir d'une idée, d'un pitch qui avait été vendu à l'annonceur, on avait la possibilité d'apporter à cette idée encore davantage de souffle par un parti pris de réalisation. Et d'ailleurs, en tant que créatif, le choix de tel ou tel réalisateur était conditionné par le souffle qu'un réal allait apporter, parce que tous les réalisateurs ne sont pas aussi dans la volonté d'apporter du souffle ou d'apporter une idée supplémentaire ou un supplément d'âme à une idée qui a été vendue à, je sais pas moi, un fabricant de biscuits ou de lessive, hein. Donc du coup, ce qui est très intéressant, c'est que l'apport combiné de ces d'idées qui était au service en fait du pitch et du concept, faisait qu'on tombait sur des films qui étaient absolument géniaux, parce que vous aviez des réalisateurs qui allaient au bout de l'idée. Quand on voit Flatteric, donc Bardou-Jacquet, ce film Levi's dont on parle, c'est Quentin Dupieux, ou d'autres d'ailleurs, je me souviens du film Levi's de Gondry, où on est effectivement sur cette imagerie noir et blanc, etc. Bon, regardez tous ces films-là, on va au bout du concept. Et bien souvent, l'annonceur n'est pas là pour arrêter en fait la machine à idées ou la machine à rendre les concepts encore plus dingues. Et c'est justement cette distinction qui est hyper importante aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle consommation d'images qu'on en arrive à consommer de l'image pour en consommer. Et alors que le nouveau film Levi's, il y en avait 2 par an, et à chaque fois c'était la surprise, parce qu'il n'y avait pas autant de brain content à droite à gauche pour pouvoir effectivement s'abreuver de tout ça. Non, mais tu as tout à fait raison. Et quand je disais tout à l'heure que c'est des métiers qui sont des métiers de rencontres, c'est pas que des rencontres, c'est que la production de film, qu'elle soit finalement quelle qu'elle soit, que ce soit documentaire, que ce soit série télé, un long métrage ou une pub, c'est une agrégation de talents. Alors ça veut pas dire que sur les 50 ou les 60 ou les 100 personnes d'une équipe technique, il y a 100 personnes qui sont hyper talentueuses, je dis pas ça. Mais à certains postes clés, et par exemple pour fabriquer un film, ils sont assez facilement détectables, ces postes-là. C'est le réalisateur, c'est le chef opérateur, c'est-à-dire celui qui fait l'image, c'est le chef décorateur ou le production design, si on est américain. En fait, ces postes-là, ils déterminent souvent l'image du film et tout ça. Mais ça peut être aussi un styliste, selon le film. Enfin, après, il peut y avoir certains postes. Et en fait, même en tant que réalisateur, si vous pensez que vous êtes omnipotent, omniscient, et que vous n'écoutez pas votre chef-op, enfin, si c'est pour aller voir un chef-op et lui dire « Moi, je veux une image toute jaune, fais-moi une image toute jaune », oui, ça marche, vous allez trouver des chef-op qui vont le faire, mais ça peu d'intérêt. Si vous allez voir un chef-op en disant voilà, moi, mon idée artistique de l'image du film, c'est ça, mais je suis venu te voir et je veux travailler avec toi pour tout ce que tu peux m'apporter, là, ça devient intéressant. Et de la même manière avec un décorateur, de la même manière avec pas mal de gens en fait sur une équipe. Et quand finalement une agence s'adressait à une production, c'était ça. C'est-à-dire que pour moi, les créatifs, en exagérant un peu les choses, les créatifs, c'est comme des scénaristes par rapport à un long métrage. C'est-à-dire qu'ils écrivent l'histoire. Mais entre un scénario et le film que vous voyez à la fin sur les écrans, normalement, il y a un monde, parce que entre-temps, il y a eu un réalisateur, il y a eu un tournage, il y a eu plein de gens qui se sont mêlés de cette chose-là, et que c'est pour ça que les scénaristes ne sont pas des réalisateurs.
Et après, exceptionnellement, il peut y avoir un très bon scénariste qui devient un très bon réalisateur ou l'inverse, un très bon réalisateur qui... Mais c'est des métiers très différents. Et je dirais que la production d'un film publicitaire, au départ, c'était ça. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait un annonceur qui était un producteur, donc il mettait de l'argent. Voilà, parce que lui, il vendait ses produits, donc c'est ça la chose un peu différente. Il y avait une agence qui était, en tout cas pour le film, les créatifs, c'était les scénaristes. C'est-à-dire qu'eux, ils sont garants de l'idée. Ils sont garants. Les créatifs sur un tournage de pub, ils sont garants qu'on respecte le concept de ce qu'ils ont vendu et de ce qu'ils ont écrit. Après, par contre, l'interprétation de ce concept, normalement, c'est là où le talent du réalisateur intervient. Et si on ne le laisse pas faire un minimum, eh ben, ça a peu d'intérêt. Si vous prenez un architecte d'intérieur pour faire repeindre votre studio en lui disant « je veux un mur jaune citron et un mur vert pomme », il vaut mieux employer un peintre en bâtiment pour faire ça. Ça vous coûtera moins cher et vous aurez le même résultat. Et le problème de la pub, ça a souvent été ça. C'est-à-dire que, en fait, on acceptait de payer des gens très très cher pour finalement ne pas les écouter. Parce que, effectivement, les écoutants se rendaient compte que peut-être qu'ils avaient une idée un peu différente de la vôtre au départ, ou l'interprétation de l'idée, elle était un peu différente. Mais c'est ça qui pouvait être intéressant. Voilà, et c'est ça peut-être qu'on a un peu perdu aujourd'hui. Oui, et puis quand nous, les créatifs, on était en agence, on était bien souvent obligés de vulgariser le propos du concept pour faire comprendre à un annonceur qui était quand même beaucoup moins connecté ou branché pour comprendre les choses. Enfin, bon, bref, il y avait parfois quelques petits problèmes de compréhension. Je propose de passer, d'ailleurs, puisqu'on a abordé cette idée de concept, d'aborder la deuxième partie qui est donc le concept. Dans le concept, on va tout de suite plonger dans Logorama. On parlait de la pub, on parlait effectivement de tout un tas de sujets liés à la conception. On va faire défiler quelques images de Logorama. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure ? Oui, je peux vous raconter cette aventure. En fait, c'est donc ces graphistes qui avaient travaillé sur Areva, qui sont donc on était en train de faire Areva, et en fait ils sont venus me voir en me disant on a une idée. Mais c'est une idée un peu compliquée parce que, en fait, c'est de mettre en scène que des logos. C'est de faire un film qu'avec des logos. Bon, ok. Donc, très bien. Donc, ils m'ont raconté leur idée. Et assez rapidement, en fait, en travaillant dans la pub, on s'est dit, mais il y a quand même un problème de fond, c'est que le logotype, c'est le truc le plus protégé au monde. C'est-à-dire que toucher un logo, c'est un vrai problème. Donc on a été voir un avocat qui nous a dit, c'est pas la peine, vous pouvez pas le faire parce que vous allez vous faire attaquer. On a été voir un deuxième avocat qui nous a dit, c'est pas la peine, vous allez vous faire attaquer, vous pouvez pas le faire. Le troisième avocat nous a dit, vous allez vous faire attaquer, mais si vous faites vraiment comme une sorte d'œuvre d'art, c'est-à-dire un truc qui n'a aucun but commercial, après tout... Campbell Soup, ils n'ont pas hurlé. Voilà, donc si vous arrivez à rester uniquement sur le terrain artistique, peut-être que ça pourrait passer. Très bien, donc on s'est dit, on va essayer de le faire. Alors le problème, c'est que faire un film qu'avec des logos, c'est-à-dire où chaque représentation est faite par un logo, c'est un peu compliqué parce que ça veut dire que vous faites n'importe quelle scène, une rue avec des personnages, des voitures, des maisons. Faut trouver des logos pour tout. Donc on a passé, je pense déjà 6 mois, 1 an à faire un casting de logos. Où je crois qu'on a casté 3500 logos. Après, il fallait essayer de les mettre ensemble. Donc c'était voilà. Et puis surtout, c'est qu'après, il fallait les fabriquer parce que donc c'était un court-métrage artistique sans but commercial. Donc très rapidement, on a essayé de faire un budget et on s'est dit, oh là là, mais un budget, ça va coûter 300, 400 000 euros. Donc, pour quelque chose qui n'a pas de finalité à être vendu. Comment ça se finance ? Comment ça se finance, voilà. Et donc, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que donc ce groupuscule de réalisateurs, ils étaient 3, les H5 à l'époque de Logorama. On s'est dit, en fait, on va tourner, on va faire de la pub, et pendant qu'il y en a un qui fait de la pub ou 2 qui font de la pub, le troisième travaille sur Logorama. Comme ça, il est payé par les 2 autres qui font de la pub. Et on a décidé que sur chaque film de pub qu'on faisait, on laissait une partie de la marge qu'on dégageait sur le film pour qu'on investissait dans Logorama. Et on a été voir une boîte de 3D, parce que tout ça, fallait le fabriquer, qui nous ont dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est minimum 200 à 300 000 euros en numéraire, c'est-à-dire en argent qu'il faut mettre dès le départ pour payer un minimum les gens. Et après, en apport en industrie, c'est-à-dire que la boîte de 3D, son travail à elle, ses machines, tout ça, c'est encore 200 ou 300. Donc en fait, on parle d'un film à 500 000 euros. Donc ils nous ont dit, nous, on veut bien vous aider,
Mais à ce moment-là, toutes les pubs que vous faites, et pas seulement avec ces réalisateurs-là, mais toi Stéphane, toutes les pubs de ta boîte, tu viens faire la post-prod chez nous. Parce que comme ça, du coup, on se récupérera un peu d'argent. Et voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, on s'est associé avec Micros, donc, qui a été coproducteur du film. Les réalisateurs, donc, ils sont aussi coproducteurs du film. Moi, je suis coproducteur du film. Et un quatrième qui avait, lui, une aide de l'État, du CNC, et qui a mis son aide du CNC dans le film. Et juste The Child, par rapport à ça, c'est avant Alors, The Child, c'est avant. Okay. Et c'est pas tout à fait les mêmes personnes, parce que The Child, c'est Antoine Bardou-Jacquet, mais qui est un partenaire associé à H5 au début, donc bon, voilà, c'est quand même la même famille. Mais c'est vrai que quand c'est bien que tu aies remarqué ça parce que il y a peu de gens qui voient en fait la filiation entre The Child et Logorama. En fait, The Child, c'est un clip qui n'est fait qu'avec des typos. Donc des typographies, et donc c'est un truc très vertical. Donc comme les typos, les LED, c'est des choses très verticales, ce clip est basé à New York, qui est une ville toute verticale. Les logos, c'est plutôt des choses plates et horizontales, enfin pas très hautes. Donc du coup, ben oui, mais du coup c'est LA. Non, mais tout ça, c'est pas juste comme ça. Donc c'est LA. Et après, l'avantage de faire un film comme ça, c'est que c'était un truc tellement étrange avec des logos qu'en fait, les réalisateurs, ils ont passé leur temps à aller choper des scènes de films d'action et de les copier et de mettre des logos à la place, en fait. Donc ça fait une sorte de vrai film d'action, mais fait qu'avec des logos. Et résultat, du coup... Alors, résultat, c'est quand il y a une autre anecdote qui est assez drôle, c'est quand on a fait la bande-son. Alors ça, c'est pareil. C'est voilà, typiquement les discussions que peuvent avoir un réalisateur avec un producteur. Les réalisateurs m'ont dit, c'est comme... En fait, si on veut que ce soit international, il faut le faire en anglais au départ. Enfin, il faut faire une version anglaise et une version française. Ok, très bien. Mais il faut aller le faire à Los Angeles, la version anglaise, parce que à Paris, on n'aura pas les vrais acteurs, on n'aura pas les trucs. Alors, évidemment, quand vous faites un court-métrage et que c'est de l'argent qui sort de votre poche, vous êtes sûr, à Los Angeles, pour enregistrer des acteurs anglais. Bref. Ils ont été faire la bande-son à Los Angeles, où en fait, ils dans un studio de son, ils enregistraient. Et en fait, à côté, il y avait David Fincher, qui était en train de finaliser le son d'un de ses longs-métrages et qui a passé une tête comme ça, qui a dit ah mais c'est quoi votre truc, ça a l'air rigolo. Ah puis il a vu ça, il a fait ah c'est hyper marrant, mais qui fait les voix? Bah ils ont dit bah un peu tout le monde, il fait bah moi je vais bien faire une voix. Donc en fait David Fincher fait un des Pringles. Je crois que c'est le Pringles régular ou le spicy, je sais jamais en fait. Mais donc voilà, il y a des petites et donc après on a fabriqué ce film là en fait et on s'est dit qu'est-ce qu'on va en faire, et du coup on l'a envoyé comme c'était un court-métrage et que le principal festival de court-métrage c'est Clermont-Ferrand en France. On a envoyé Logorama et ils nous ont répondu que ils n'avaient pas d'avis parce que pour eux c'était pas un court-métrage, donc ils pouvaient pas l'inscrire. Donc on a dit ah bon, très bien. Donc après on nous a dit ah mais vous avez une chance de l'inscrire aux Oscars. On a fait oui c'est ça, aux Oscars, oui bien sûr. Mais on l'a envoyé à je sais pas quel truc, aux États-Unis, etc., etc. Puis finalement, ça a passé les étapes les unes derrière les autres, sans qu'on le veuille, en fait. C'est juste un peu passé comme ça, quoi, en fait. Et donc l'année d'après, en fait, on a gagné l'Oscar du court-métrage d'animation. Donc là, Clermont-Ferrand nous a rappelé en disant finalement, on veut bien l'inscrire pour cette année. Donc on l'a réinscrit à Clermont-Ferrand où on a gagné un prix. Et on a gagné un César aussi. Et un film à Cannes aussi, un prix. Voilà. Alors tout ça au départ c'était un film de copains, d'école entre guillemets comme vous, enfin 3 étudiants de Penningen qui avaient cette idée de se dire c'est rigolo de faire un film avec des logos, et un producteur qui était assez un peu inconscient à l'époque pour dire votre idée elle est rigolote, bon même si ça coûte un peu d'argent c'est pas grave, on va s'amuser, on va le faire, et on l'a fait pour ça et on l'a pas fait pour autre chose en fait, et c'est devenu une sorte d'objet comme ça. Et du coup en termes légal alors, enfin figurez-vous qu'en termes légal il y a une société en fait, il y a une seule société qui nous a envoyé une lettre d'avocat, McDonald's, LVMH, en disant mais on comprend pas pourquoi on n'est pas dedans. Donc voilà, sinon personne nous a rien dit en fait. Alors sur certains trucs on était un peu, tu vois, Ronald McDonald en pédophile, tueur d'enfants, c'était un peu limite, enfin bon voilà, mais personne nous a rien dit en fait. Je pense que tout le monde a pris ce film pour ce qu'il était, à savoir une sorte d'objet comme ça, un ovni un peu étrange et différent, et du coup personne nous a embêtés, parce que c'est vrai que le but c'était pas de dire on n'a pas pris votre logo pour se servir de votre logo
parce qu'on pourrait comprendre de servir de, je sais pas, on fait un film avec, je sais pas, une étoile et il y a que l'étoile et on prend l'étoile de Mercedes. Bon, là, ça pourrait peut-être poser des problèmes, mais est-ce qu'inversement, du coup, ça vous a attiré des clients même de ces marques Alors, non, parce que c'est tellement barré que c'est autre chose. Enfin, c'est genre, est-ce que non, mais en fait, c'est dire, parce que les trucs qui marchent bien, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple sur Areva, qui est tiré d'un clip où là on peut transposer en fait le travail de l'image sur un annonceur, parce que du coup voilà, quand on parlait tout à l'heure de Flatteric pour Levi's avec Flatteric, au départ c'est un court-métrage de Quentin Dupieux qui s'appelle Stéphane, et c'est la même histoire, c'est un mec qui est dans sa voiture avec un gant de toilette orange qui lui parle, et du coup Levi's ils ont vraiment transposé ce truc là et ils ont mis un jean dans le coffre et ça a fait la blague. Là Logorama, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait? C'est ça le problème, c'est que c'est un truc qui a été fait une fois et ça ne peut servir qu'à ça et à pas grand chose d'autre. Et si on passait à l'étape sans transition, Sans qui transition. s'appelle la formulation. D'accord. La Alors, formulation. en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on est donc passé de l'immersion, de la conception, donc la pure idée, qui devient effectivement une production aussi successful un peu partout avec des prix. Et puis, on a quand même le retour au quotidien qui est la complexité de ce qu'est un tournage. Et donc rien de plus compliqué en fait qu'une pub pour cheveux, pour une pub pour shampoing, avec des prérogatives de tournage, avec évidemment du pack-shot de produits, des complexités avec des plans qui doivent être intégrés pour être diffusés un peu partout dans le monde. Donc tu nous as ramené en fait plusieurs films shampoing. Ouais. On va démarrer. Peut-être que tu as une préférence, peut-être. Non. En fait, il y en a un En fait, il y en a un que je vous ai surtout mis parce que ça illustrait la complexité de la production aujourd'hui. Parce que c'est des films qui sont finalement assez récents. Où aujourd'hui, on nous demande de tourner beaucoup d'images avec moins d'argent, des budgets plus petits et moins de temps. Donc il y a une vraie problématique en ce moment dans la production, mais pas que la production publicitaire, c'est un peu la même problématique dans la production de séries par exemple. Moi en fait quand j'ai commencé on disait en pub on tournait 10 secondes utiles par jour, on tournait 1 minute en long métrage utile par jour et à la télé on tournait 10 minutes utiles par jour. Parce qu'on n'avait pas les mêmes exigences, etc. etc. Aujourd'hui le problème c'est que en une journée en pub il faut faire 3 minutes avec les mêmes exigences qu'avant. Donc très souvent, la problématique d'un film publicitaire et donc la problématique qui est posée aux producteurs, c'est de se dire, alors moi je reçois, parce qu'il n'y a plus de storyboard. Aujourd'hui, les agences font plus de storyboard. Ils font des mood boards ou des mood vidéos. Donc c'est facile, on va sur Internet, on trouve plein d'images de plein de films, on les colle ensemble, on met une musique, puis on fait, bah voilà, en fait, il faut faire ça. Alors, on est là, oui, non mais tel film, ça appartient à film dont on est à New York, puis ça c'est tourné là, et puis ça c'est tourné là. Et comment on le fait ensemble quand en plus tu me dis qu'en gros on a une journée de tournage. Donc c'est quand même les vraies problématiques qui se posent aujourd'hui. Et en fait, il y a déjà plusieurs intervenants dans les Creative Talks qu'on dit un peu tous la même chose quand on travaille dans les films, c'est que en fait on préfère toujours que l'argent qui est dépensé se voit dans l'image, dans l'écran. Et il y a aussi un autre grand précepte comme ça de production qui est il vaut mieux tourner que bouger. C'est-à-dire ce qu'il faut savoir, c'est que se déplacer d'un endroit à un autre, si je veux faire un plan à la Tour Eiffel et un plan aux Invalides, c'est ça. Les gens ils regardent une carte, ils font bah c'est tout près. Oui, c'est tout près. Mais déplacer une équipe technique, 20 camions, refaire un truc, on perd 3 heures en fait. Donc le but c'est de se déplacer le moins possible. Et en fait dans ce film-là, on avait une journée pour tout tourner et il fallait enneiger, pas forcément le Trocadéro, fallait voir Paris parce qu'évidemment comme c'est un film de cheveux d'une grande marque française et qu'il y a Paris dans le truc, bah faut voir la Tour Eiffel. Donc du coup, on a décidé de louer en fait des espaces sous le Trocadéro. Comme ça, on pouvait, en sortant, on voyait la Tour Eiffel, des bureaux, parce que du coup, à l'intérieur, on a triché, on a fait des chambres, on a fait avec de la déco, en fait. Et donc, on n'a jamais bougé, en fait, de la journée. C'est-à-dire qu'on est resté une journée tanké sur le Trocadéro, dedans, dehors, en essayant de faire en sorte qu'à la fin, ça fasse plein d'images qui aient l'air différentes, alors qu'en fait, on n'a jamais bougé.
Après, on a eu un autre problème sur ce film qui est assez drôle parce que j'ai vu qu'un autre Creative Talk qui parlait de Mission Impossible, le tournage de Mission Impossible à Paris. Avec Raphaël Benoliel. Ouais. Voilà, où effectivement, l'immense avantage quand on travaille sur un long métrage par rapport à la pub, c'est que même si ça devient un peu compliqué aujourd'hui parce qu'il y a eu plus de tournage, mais tout le monde aime les longs métrages et tout le monde aime voir des stars. Donc quand on dit qu'on va venir tourner avec Tom Cruise à Paris, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des autorisations que quand on dit qu'on fait un film pour un shampoing et qu'on leur dit moi je veux faire atterrir un hélicoptère au Trocadéro. Et là la réponse est non. De toute façon il n'y a pas de survol d'hélicoptère, quoi qu'il arrive, à Paris. Alors qu'ils l'ont eu parce que du coup nous on essayait de faire la même chose avant eux, c'est-à-dire d'atterrir sur le sommet du ministère de l'économie parce qu'il y a un hélipad en fait au-dessus, à Bercy, et on a payé l'autorisation. Et le client ne voulait pas en démordre, il voulait son hélicoptère, il voulait que la fille sorte d'hélicoptère sur le Trocadéro devant la Tour Eiffel. Quand je vous parlais tout à l'heure d'agrégation de talents, en fait on a fait une réunion, et le régisseur général, donc une des personnes de l'équipe qui s'occupe de gérer un peu les décors, nous a dit mais bon, ils nous laisseront jamais l'hélicoptère, c'est même pas la peine, mais si on le déclare en tant qu'objet de décor, en tant que props, accessoire, ils peuvent pas nous empêcher d'amener un hélicoptère sur un camion, de le poser, de dire c'est un décor, donc on le pose, et puis c'est tout. On a fait mais tu crois que ça marche? Donc, on peut poser la question. Donc effectivement, ils nous ont dit oui, si vous venez en camion et vous le déposez, il n'y a pas de problème. Après, le réalisateur a dit oui, non, d'accord, mais il faut qu'il marche l'hélicoptère, sinon on ne croira jamais que la fille elle s'est posée. Donc là, le machiniste, il a dit non, mais il y a un truc, en fait, parce qu'on n'avait pas le droit de faire démarrer le moteur, mais par contre, il y a une manivelle derrière où il y avait un pauvre type qui tournait le truc et ça faisait tourner les hélices. Et après, finalement, avec un peu de vent, du son et tout ça, l'hélicoptère se pose dans le film, il se pose sur le... Enfin, il se pose. En fait, il se pose pas, mais il vient de se poser sur le Trocadéro. Et voilà. Donc, voilà, c'est une des manières, entre guillemets, c'est une des manières de contourner en fait les choses et de se dire que quand vous travaillez en production, c'est vrai que la première réponse elle est souvent non quand vous posez une question. Est-ce qu'on peut avoir un hélicoptère là? Non. Et en fait, faut essayer de pas s'arrêter à ça. Alors ça veut pas dire que vous aurez tout le temps à la fin des oui, mais en tout cas, il faut essayer d'être suffisamment déterminé pour et après en fait, c'est un métier j'aime pas ce mot-là, mais c'est vraiment ce que je ressens moi en faisant de la production, c'est que c'est un métier de compromis permanent. Et en fait, et un réalisateur, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il va tout le temps faire des compromis, et il faut choisir les bonnes batailles. C'est-à-dire qu'il faut choisir les moments où là, on se dit, ça c'est vraiment essentiel pour ma vision du film, ou là c'est essentiel pour la production, donc je ne lâcherai pas, il faut absolument que j'obtienne ce truc-là, sinon le film il ne mâchera pas. Et puis plein de petites batailles que vous pouvez dire, ok, ça on ne peut pas le faire, ok, on va faire autre chose, on va changer d'idée. Du moment qu'on garde l'idée générale, finalement, tous les détails autour, ils sont... Voilà, donc il faut choisir ces bonnes batailles et essayer de persévérer. Ouais, et là, quel que soit le budget, finalement, il y a toujours un peu une idée quand même d'agilité et de démerde, en fait. Un système D, trouver toujours des... Oui, alors c'est vrai qu'en France, c'est aussi plus facile parce qu'on est plus flexible, entre guillemets, en production que dans certains pays, en particulier aux États-Unis où c'est plus... compliqué en fait d'être flexible et de bouger, de faire des choses comme ça. Mais en France, c'est de toute façon un film, s'il y a 100 plans, ça va poser 100 problèmes. Donc c'est comment on résout 100 problèmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, que vous soyez créatif, réalisateur, aucune chose ne va être exactement celle que vous avez rêvée au moment où vous avez écrit soit votre scénario, soit votre storyboard, soit votre idée de réalisation, votre fameuse note d'intention de réalisation. Vous n'avez jamais exactement ce que vous voulez. Donc c'est des batailles en permanence parce que le réalisateur il veut un truc X et vous en tant que producteur, d'abord X ça n'existe pas forcément, ou si ça existe on ne peut pas l'avoir. Donc on pourrait faire Y. Et là, le réalisateur, il fait non, parce que moi je pensais X, oui, mais X, on peut pas. Donc, c'est une première discussion avec le réalisateur. Puis, une fois qu'on l'a convaincu ou pas, d'ailleurs, parce que de temps en temps, on n'y arrive pas toujours, et donc, voilà, il faut convaincre l'agence, parce que le créatif, vous, qui a dit, moi, mon idée, c'est si la fille, elle descend pas d'un hélicoptère devant la Tour Eiffel, ça change tout à mon film. Vous, en tant que producteur, ou même en tant que personne normale, vous vous dites, un film de cheveux, pourquoi la meuf qui descend d'un hélicoptère, ça change tout le film? Il n'y a pas d'histoire, c'est juste des bouts d'images comme ça. Mais c'est comme ça, on est dans un système. Donc effectivement, c'est beaucoup de compromis. Il faut essayer d'en faire le moins possible. Et surtout,
à certains endroits, il faut essayer de pas les faire. Et c'est hyper difficile de juger quelles sont les bonnes batailles et les mauvaises batailles. Et du coup, quel est le rôle du producteur dans cette le rôle du producteur, c'est horrible en fait. Le rôle du producteur, c'est quand tout va bien, c'est jamais de sa faute, et quand tout va mal, c'est toujours de sa faute. Non, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'on passe son temps à parler avec des gens. Producteur de films publicitaires, c'est le premier qui reçoit le brief de l'agence. C'est-à-dire que quand une agence a une idée pour un film, elle appelle une boîte de production, elle appelle le producteur, elle appelle pas un réalisateur. Elle dit voilà, j'ai un film pour une voiture et voilà, on voudrait tourner en décor machin. Dans ton équipe de réalisateurs, on pense à machin. Enfin, évidemment, on pense à machin, c'est le meilleur de mon écurie entre guillemets. Je suis pas sûr. Enfin, je vais voir. Donc, le premier brief, en fait, il est donné au producteur, qui est supposé redonner ce brief au réalisateur. Et souvent, c'est un petit peu comme toujours, c'est-à-dire que vous rentrez dans un magasin, vous voulez le truc le mieux qui coûte le plus cher, vous n'avez pas forcément l'argent pour ça, donc souvent le producteur dit que le réalisateur n'est pas libre, par exemple. Vraiment la star qu'il voulait, c'est dommage, il fait juste un truc à ce moment-là, ou pas, ou de temps en temps il veut bien aussi. Et donc ils font ça avec plusieurs sociétés de production, et une fois qu'on a briefé le réalisateur, si le réalisateur accepte d'aller rencontrer les créatifs, on a une réunion avec les créatifs qui briefent en direct, entre guillemets, le réalisateur, qui a déjà été pré-briefé par le producteur. Et une fois qu'on sort de cette réunion, on se dit, voilà, on sait ce qu'ils veulent maintenant, ils veulent faire ça, ils veulent faire ci. Le réalisateur se pose la question, moi, comment je le ferais, comment j'interprète leur idée. Ce qu'ils m'ont raconté, c'est très bien, mais moi, je vais rajouter ça, ou pas rajouter ça. Et du coup, en tant que producteur, on va dire, ok, si toi tu le fais comme ça, donc on va aller le tourner à tel ou tel endroit, on fait un devis, on fait un budget, parce que chaque réalisateur va avoir une idée différente, donc le coût du film, il n'est pas toujours le même, même si un annonceur a tendance à penser que pour un film de cacahuètes, ça coûte 200 000 €, point la ligne. Ça dépend du film de cacahuètes, en fait. Ça dépend de l'interprétation du réalisateur. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est difficile de leur faire comprendre ça, mais voilà. Et après, malgré tout, nous, en tant que producteurs, on sait très bien que l'annonceur qui a décidé qu'un film, ça coûtait tant, on aura du mal à lui vendre le double ou le triple. On lui vendra peut-être un peu plus cher ou pas. Donc, c'est un deal. Oui, la note d'attention, elle est hyper importante là-dedans, parce que la note d'attention, c'est ce qui va différencier l'approche d'un réalisateur vis-à-vis d'une même idée par rapport à un même concept. En fait. C'est-à-dire, si tu veux retranscrire la réalité d'un quotidien d'un sportif, soit tu recrées en fait un espèce d'appartement, je dirais un peu fantasmé de ce sportif-là, soit tu vas vraiment chez lui et tu travailles vraiment avec lui dans un cadre qui est quasiment un semi-documentaire. Et donc là, c'est pas du tout la même approche et c'est pas du tout en fait la même équipe technique, parce que tu vas soit recréer dans un studio à Boulogne un espèce de pseudo appartement qu'on a vu pour des pubs yaourt plein de fois, soit tu vas vraiment chez le sportif pour travailler avec lui, pour essayer d'être au plus proche d'une certaine forme de vérité. Et donc du coup, ça va évidemment changer complètement le choix du réal, ça va changer complètement, je dirais, l'approche de diffusion du film, parce que tu peux en faire plusieurs épisodes, et le budget du film. Donc la note d'attention, elle est vraiment centrale là-dedans, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger quand on est vraiment réalisateur. Ah non, et puis je dirais même que comme le réalisateur, il sait qu'il va être choisi, sélectionné sur sa note d'intention, il y a aussi de la part des réalisateurs, ce qui est un peu normal, presque je dirais une surenchère, parce qu'il se dit, les créatifs m'ont raconté un film, si je dis juste que c'est bien, votre idée elle est bien, donc voilà ma note d'attention, votre idée elle est bien et je vais bien la réaliser, il a assez peu de chances d'être choisi. Donc il a aussi lui-même une petite tendance. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. C'est une agence hyper connue, des créatifs hyper connus, qui ont une super idée pour une voiture, en fait, et ils m'appellent moi, mais ils appellent d'autres boîtes de production, parce qu'à chaque fois il y a une mise en compétition de plusieurs réalisateurs, et ils disent, voilà, on ne peut pas t'envoyer de storyboard, il faut que tu viennes à l'agence, on va te raconter notre idée. Ok, donc je vais à l'agence, et là pareil, on est dans une salle comme ça, et le créatif me dit, en fait, le problème des chocs frontaux et arrière, on a réglé le problème avec les airbags, les machins, pour la sécurité, il n'y a plus de problème. Il reste un petit problème, c'est les chocs latéraux, donc tous les constructeurs travaillent là-dessus, et nous chez Tartampion, et le mec, il est en train de boire une canette de coca, il la pose comme ça, et il se met sur sa canette de coca, sur la petite table basse, et il me dit, le problème c'est les chocs latéraux, et ça, on a réglé le problème, il fait ça sur la canette, et la canette, ça devient une crêpe. Et le mec il prend le truc, il dit, voilà, nous maintenant on a mis des barres de protection, et en fait le film c'est ça.
Mais c'était un tour de magie, tu vois, que le mec faisait. Je dis, ah ouais, super. Et il me dit, bah voilà, on aimerait bien interroger ton réalisateur anglais, là, il est chic, voilà, très bien. Donc pareil, on lui explique qu'on peut pas, il n'y a pas de storyboard, qu'il faut qu'il vienne voir l'agence, tout ça. Donc le mec vient, le mec lui refait le même truc sur sa canette de coca, voilà. Le réalisateur repart, il dit, bah, manne d'intention, si je dis juste, bah ouais, c'est génial ton idée, c'est ce que je racontais. Le mec, il va jamais me prendre. Donc il s'est creusé la tête. Et en fait, il se dit, ah voilà, j'ai une idée. En fait, je vais leur proposer, je vais tourner ça en plan séquence, sur un plancher de verre. Donc moi, là, au début, la caméra, elle sera sur le sol, sous le sol. Et le mec va monter sur sa canette, il va faire ça. La caméra, elle va sortir. Le mec va se précipiter vers la voiture. Et pour montrer qu'on a réglé les problèmes latéraux, je vais lancer 2 boules de démolition énormes sur la voiture comme ça, pour montrer que ça résiste aux chocs latéraux. Les créatifs font ouais, génial, super. Donc c'est vous qui gagnez la compète. On fait le film. Et là je me retrouve dans un grand truc à Londres, dans un studio, voilà, où énorme, où il tournait un studio où il tourne James Bond qui s'appelle le 007 à Pinewood, là, un truc gigantesque. Et effectivement suspendu, il y a 2 énormes boules. Puis je vais voir les Anglais, parce que du coup quand on tourne à l'étranger, il y a une prod locale qui nous aide à produire le film et tout ça. Et ils font non mais c'est les mecs de James Bond, t'inquiète pas, tout est calculé, bon ok. Et comme il y avait tout un discours avec l'acteur, c'était un acteur français qu'on avait amené de Paris, et très bien, et comme on n'avait pas le droit parce que c'est de la pub, on n'avait pas le droit que ce soit Coca-Cola, donc on avait fabriqué 30 fausses canettes de, je sais plus comment ça s'appelait, Cola, Coba, enfin, parce qu'on n'avait pas le droit de faire une marque existence. Très bien. Au bout de 10 prises, en fait, le truc que personne n'avait réfléchi, ni le réalisateur, mais ni la prod, ni personne, c'est qu'en fait, une bouteille en aluminium sur un sol en verre, ça glisse tout le temps. Ça reste jamais droit. Donc, au bout de 3 heures, on avait utilisé 25 fausses canettes, il nous en restait 5, on n'avait pas une prise. Et là, on s'est dit, il y a un petit souci quand même. Et comme c'était une plaque de verre, en fait, on pouvait rien mettre. On pouvait pas mettre de silicone, on pouvait pas mettre de scotch, on pouvait rien mettre. Et donc, la fin du premier jour de tournage, on n'avait rien. Et là, la soirée, elle est un peu glauque avec les créatifs. On se regardait. Évidemment, ils me disaient, mais pourquoi ton réalisateur a laissé cette idée-là? Je disais, ah oui, bah écoute, je sais pas, on va trouver une solution. Mais voilà, donc moi, simplement ce que j'avais fait, c'est que j'avais rappelé le mec des effets spéciaux, il avait refabriqué 10 canettes de plus en urgence pour le lendemain, mais c'est tout. Le lendemain matin, en partant de l'hôtel, l'acteur français me dit, t'inquiète, j'ai trouvé une solution. Je lui dis, t'as trouvé une solution? Il me dit, oui, tu vas voir. Ok. Il va dire au réalisateur que la première, ça va être la bonne. Je dis, ok. Donc, je vais voir le réalisateur, je lui dis, écoute, a priori, il a trouvé une solution. Et effectivement, le mec se met sur la canette, il met ses trucs, et la canette, là, ne glisse pas, ne vole nulle part, elle s'écrase. Il prend ça, il la met dans sa poche, et il va vers la voiture pour montrer. Et à ce moment-là, le réalisateur dit cut, il dit, bah. Ouais, mais enfin, c'est génial, ça marche ton truc. Là, je vais pas aller jusqu'au bout parce que pareil, on peut casser qu'une voiture, donc une fois que voilà. Et en fait, le mec avait trouvé un moyen avec ses pouces, il tenait la canette, il avait plus de pouces au bout de 3 prises parce que du coup, il était en sang, mais il avait réussi à tenir la canette. Et donc, le réalisateur fait super, on fait encore 3 prises pour la comédie, et après, il va jusqu'à la voiture et on lâche les boules de démolition. Sauf que l'acteur français, il vient voir, il me dit, mais moi, vu comment ils ont préparé le truc des canettes et que ça marche pas, leur truc de boules de démolition, moi je vais pas dans la voiture avec les mecs qui jettent des boules comme ça, quoi. Je fais, mais non, c'est les mecs de James Bond, attends, tu rigoles. Donc je vais voir le réalisateur, je dis, l'acteur, il est un peu en train de flipper, il est pas sûr de vouloir aller dans la voiture quand même, il est quand même assez peu confiant, quoi. Il fait, non, mais on a des fausses boules, d'ailleurs. Tu peux l'emmener dans les coulisses, c'est des fausses boules en polystyrène peintes, et en fait, ça pèse rien. On va pas le faire avec des vraies boules. Je fais, ah bon, ok. Donc je vais voir l'acteur, je fais, non, regarde, ça se soulève comme ça. Il fait, ah ouais, parce que vraiment, je suis pas très à l'aise quand même. Je fais, non, regarde, c'est des fausses boules. Donc il fait une prise, et là, tout va bien. Donc en plan séquence, avec une grue, un prochain arme, ou je sais pas quoi, comme ça. Et le mec rentre dans la voiture, et le réalisateur regarde tout le monde, il fait, c'est la bonne, lâchez les boules. Sauf qu'en fait, c'était des vraies boules de démolition qu'ils ont lâchées. Et en fait, on voit le truc. Donc évidemment, dans le film, tu fais cut, tu vois jamais ce qui se passe. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une des 2 boules, elle a bien tapé dans la porte, elle est bien repartie, il n'y avait pas de problème. Mais il y en a une qui a tapé, mais en rebondissant, elle est venue taper dans la fenêtre. Et donc nous, donc nous, on était loin, enfin, on était dans les retours vidéo, le truc est au fond du plateau, et on voit la boule et on entend paf. Et là, tout le monde s'arrête sur le plateau, genre, mais vraiment un silence de mort.
On se lève, on savait même pas si le mec était encore vivant, quoi. Et le mec, il ouvre la porte, il sort, il fait bah moi je ferai jamais avec des vraies boules si c'est comme ça avec des boules de polystyrène. Donc voilà. Donc ça, voilà, c'est ce qui peut se passer effectivement de temps en temps sur des tournages. Ouais. J'ai juste une petite question, mais plus en amont, mais est-ce qu'il y a un délai de réflexion pour pondre après l'idée là sur la plaque de verre quand ton réalisateur parce que c'est pas sur tac au tac non, c'est en fait généralement d'ailleurs c'est ce que nous souvent on conseille aux réalisateurs, c'est-à-dire qu'en fait quand ils vont en réunion de brief avec les créatifs, on leur conseille d'écouter, surtout d'abord d'écouter ce que les créatifs vont leur dire, parce que souvent le créatif il raconte son idée, son storyboard en parlant aussi des problèmes qu'il a rencontrés avec l'annonceur, des contraintes qu'il est obligé de mettre dans le film, c'est pas juste les images. Donc du coup, le réalisateur, en fait, il boit, entre guillemets, un petit peu tout ce qui s'est passé entre l'agence et l'annonceur dans les 3 mois précédents. Alors, donc on leur dit, écoutez, on repart. Et le lendemain, 2 jours, 3 jours après, vous leur envoyez une intention. Si vous le faites du tac au tac, c'est toujours un peu risqué parce que ça se trouve, vous allez avoir une idée, le mec va faire bah oui, mais ça c'est notre première idée et on s'est fait jeter et parce que le client veut pas ça et veut pas ça ou voilà. Donc c'est toujours mieux de finalement pas trop en dire au départ. Et la plupart des réalisateurs parlent pas beaucoup en fait dans les réunions de brief et par contre renvoient une note d'intention quelques jours plus tard en fait. Bah ça, c'est des super anecdotes. Ah oui. Et on va terminer peut-être sur une des plus belles, notamment dans la 4e partie. D'accord. Dans la 4e partie, on va aborder... alors, c'est une partie normalement qui est plutôt censée être dédiée à l'exécution, au craft. Et ça tombe bien parce qu'on va parler d'un réalisateur qui s'appelle Wong Kar-wai. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet, comment tu es tombé sur My Blueberry Night et être arrivé à produire un film quand même en sélection officielle à Cannes avec un des plus grands réalisateurs internationaux. Comment ça s'est passé cette histoire? Bah en fait, on revient à ce que je vous disais au tout début, c'est les rencontres. Moi, j'ai fait une pub avec lui au début des années 2000 en fait pour le lancement d'Orange. Parce que quand vous n'étiez pas encore né, Orange s'appelait pas Orange, c'était France Télécom, Itinéris et je ne sais plus quoi, et c'est devenu Orange. Bref, pour le lancement d'Orange, ils voulaient avoir des grands noms et du coup, moi, je leur ai proposé de bosser avec Wong Kar-wai parce que juste, je venais de voir In the Mood for Love que j'ai bien aimé et que j'aurais dit, bah pourquoi pas prendre un réalisateur asiatique, ça change un peu et voilà. Ils ont dit oui, lui a dit oui, donc on a fait le film. On s'est bien entendu sur le film. Après, j'ai produit des photos pour Vogue Paris, mais des photos... C'était le film Vous êtes l'énergie de ce monde C'était, tu sais, où il montre... avec le micro, c'est difficile, où t'as un mec qui montrait... Enfin, ce que fait jamais un réalisateur, d'ailleurs. Oui, ok. Ouais, ok, ouais. J'arrive même pas à le faire, parce que personne le fait. Ok. Voilà. Et en fait, dans la même campagne, il y a Wong Kar-wai qui a fait un film, Scorsese a fait un film, un autre gros réalisateur américain. Enfin, j'ai plus. C'était l'époque où il y avait BMW aussi qui lançait des grands réalisateurs sur les spots de pub, avec des mini-métrages, etc. Regardez The Hire. The Hire, ouais, c'est un truc de BMW avec les plein de réalisateurs. Voilà, ouais, exactement. Donc, mais ça, Orange, c'était avant BMW. Parce que Wong Kar-wai, il en a fait un aussi, BMW. Donc voilà, donc j'ai fait des pubs avec lui. On s'entendait bien. Un jour, il m'a appelé parce qu'il avait un problème sur un long métrage qu'il avait fait à Hong Kong. Et en fait, il avait un problème qu'il n'arrivait pas à régler, un problème de post-prod. Moi, je lui ai dit, écoute, je suis pas spécialiste de post-prod, mais à Paris, c'est vrai qu'on est un peu plus doué quand même qu'à Hong Kong. Donc, du coup, j'ai fait des recherches pour lui. J'ai trouvé quelqu'un qui a vaguement réglé son problème. Donc, il m'a dit, écoute, la prochaine fois, on essaiera de travailler ensemble sur un film. Et c'était pas ma Blueberry Night, la prochaine fois, c'était 2046. Parce qu'il a fait un film qui s'appelle 2046. Où en fait, il m'a appelé, il m'a dit, comme c'est un réalisateur un peu star chinois, quand il vous appelle, il me dit, viens demain, rendez-vous au bureau. Sauf que son bureau est à Hong Kong. Moi, je suis à Paris, voilà, compliqué d'aller à Hong Kong comme ça. Mais bon, je vais à Hong Kong et il me dit, j'ai un problème. Buff que tu m'as présenté, dont on parlait tout à l'heure, la boîte de 3D, on n'a pas commencé en fait la 3D. Et le film va à Cannes, c'était au mois de janvier, et il me dit, le film est sélectionné à Cannes au mois de mai, et on n'a pas... Je dis, mais vous avez combien de plans à truquer en 3D ? 350.
dans un long métrage, c'est-à-dire pas des plans d'une seconde, des plans relativement longs. Je fais quoi? Mais comment ça, vous avez quoi depuis Il me dit non, mais on a bu d'été, on s'est vu, tout ça. Mais... Donc je suis retourné à Paris, j'étais voir Buff et Pierre Buffin, il me dit bah non, mais moi il m'a jamais rien envoyé, donc moi je peux pas commencer, j'ai pas de matériel. Donc je dis mais là il est quand même persuadé d'aller à Cannes au mois de mai, quoi. Il me dit mais c'est juste impossible. Donc je retourne à Hong Kong et je dis mais non, mais c'est impossible. Et il me dit bah écoute, c'est pas possible, moi je suis sélectionné à Cannes. Je dis mais comment tu peux être sélectionné alors que ton film n'est même pas monté? C'est là que j'ai compris que selon les réalisateurs, en fait, même au Festival de Cannes, ils envoient 3 images montées et sur leur nom, on les sélectionne. Ils sont pas obligés d'envoyer le film fini. Et du coup, la seule chose que j'ai pu lui promettre, en fait, avec Pierre Buffin, donc, parce que du coup, j'étais devenu le producteur 3D du film, je ne sais pas comment. Parce que comme ça, s'il n'était pas responsable, c'était mon problème. Et du coup, on lui a dit, bah écoute, au mieux, on pourra faire un line test pour Cannes. C'est-à-dire un truc avec des fils en basse def. Sacrée projection. Mais oui, et le film, il est projeté en compétition officielle à Cannes. Mais jusqu'à la fin, on n'a pas vu de montage, il n'avait pas fini le montage. Donc du coup, moi quand je suis arrivé à Cannes, les mecs m'ont dit c'est toi le producteur de la post-prod du film. Je fais non, enfin si vous voulez, mais non quoi. Mais où est le film? Je dis je sais pas, il arrive avec. Donc du coup, il arrive en retard. Donc on n'a pas fait de projection technique. On a supprimé la projection de presse et on a fait juste la projection de 19h en fait le soir parce qu'il arrivait l'après-midi et effectivement les trucs c'est sur en plus la projection de Cannes c'est quand même c'est un grand écran donc voilà c'était horrible en fait, il y avait toute la 3D, elle était c'était un line test quoi, ça bougeait, c'était des bases de la grille quoi. Ouais, moi j'étais là oh là là. Et en sortant, il y a les films en compétition, il y a une sorte de fête sur la plage du Majestic, toujours. Et là, je tombe sur mon carboy qui est avec notre cher ex-ministre de la Culture, Jack Lang, et le ministre de la Culture de l'époque, dont j'ai oublié le nom. Et ils me disent il nous a dit que c'était vous, la 3D, c'est extraordinaire, c'est organique, c'est vivant. On laisse comme ça. C'est vivant. Et là, j'ai compris aussi que selon ton nom, on ne juge pas de la même manière à Cannes. Et à la fin de la soirée, mon carrière, il fait alors, on en est où? Je dis je sais pas, il y a au moins 3 ou 4 mois de boulot encore quoi. Et donc on a travaillé tout l'été, le film est sorti finalement au mois d'octobre fini, mais à Cannes c'était vraiment. Et en fait, il a en plus changé de montage, il a changé les plans, enfin bon, voilà. Et donc il m'a dit un jour, parce que là j'étais un peu mis dans une galère, on va faire un vrai film ensemble. J'étais là cool. Moi j'étais comme vous, j'étais un enfant, super. Moi je fais des petits films de pub et on m'appelle pour. Et donc, pareil, un coup de téléphone, il m'appelle, il me dit voilà, rendez-vous à New York cet après-midi. Non, je suis à Paris. Ça change. Pas demain, mais pas aujourd'hui, je peux pas. J'ai les enfants, tout ça. Il fait non, je serai plus à New York demain. Je dis oui, mais moi je peux pas. Il me dit si c'est demain, rendez-vous à la Nouvelle-Orléans. Ok. Il en prend 4 heures de plus. Alors, et c'est pas ça, c'est que c'était, là on parle du. Je sais pas, 15 septembre 2005, c'est-à-dire juste après Katrina. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à la Nouvelle-Orléans, la ville, il y avait le couvre-feu, il n'y avait pas d'électricité dans la ville. En fait, la ville, elle venait d'être inondée, il y avait des émeutes, enfin, il y avait la police militaire qui patrouillait le soir, c'était incroyable. Et donc, je finis par le voir dans un hôtel où on avait rendez-vous, et je dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Parce que vraiment, c'est bizarre. Il me dit non mais j'ai une super idée, on va faire un film et comme la ville est complètement détruite, en fait ils vont nous donner plein d'argent pour qu'on vienne tourner et ramener du business à la Nouvelle-Orléans. Je suis là bon mais quand même ça a l'air vraiment dans un sale état la ville quoi. Non mais voilà, et sauf que lui le lendemain, non il est resté 2 jours, puis après il est parti en Chine et moi j'étais à la Nouvelle-Orléans et il fallait que je fasse un devis pour un film qu'il voulait faire à la Nouvelle-Orléans alors qu'il n'y avait plus rien. Et donc, j'ai passé 15 jours à la Nouvelle-Orléans. Parce que aux États-Unis, ce qui est assez pratique, c'est que dans n'importe quelle ville, il y a un bureau du cinéma. Il y a un film office dans n'importe quelle grande ville. Et en fait, vous arrivez, vous dites voilà, j'ai besoin d'un directeur de prod, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un régisseur pour faire des repérages. Et ils vous donnent des gens. Enfin, c'est les bons côtés des États-Unis, c'est très organisé. Donc j'ai travaillé avec une directrice de prod américaine et qui me dit mais là les gens ils habitent même plus, la moitié ils habitent même plus dans la ville quoi. Ils ont été déplacés donc c'est juste impossible de faire un film. Donc au bout de 15 jours j'ai fini par le convaincre que c'était pas possible. Il me dit bon très bien, on va à New York, on n'a qu'à le faire à New York. Donc je pars à New York, c'est plus près de la Nouvelle-Orléans et là pendant 2 mois
En fait, ça se passait dans un... Lui travaille sans script, en fait. Donc, il travaille sur l'idée. Donc l'idée, c'était une jeune femme qui venait d'être quittée, donc qui avait une rupture, et donc tous les soirs, elle descendait et elle traversait la rue, elle allait dans un diner en face de chez elle, et elle mangeait une tarte aux myrtilles, et elle pleurait dans sa tarte aux myrtilles sur son amour, son histoire d'amour qui venait de se terminer. Et à la fin, elle comprenait qu'elle pouvait tomber amoureuse du garçon de tarte. Qui lui servait la tarte. De celui qui lui servait de la tarte, exactement. Et donc pendant 2 mois, j'ai fait des repérages d'à peu près tous les diners à New York. Vraiment beaucoup, parce que pendant 2 mois. Et en fait, aucun ne lui a plu. Il les trouvait pas bien. Donc sa phrase a été finalement, il n'y a pas de diner à New York. Je suis là, ah oui, mais quand même, bon. On repart à la Nouvelle-Orléans. Non, Berlin. Je suis là, Berlin, mais pourquoi on était aux États-Unis? Et en fait, c'est là où ça va amener ce que je vais vous dire, où moi j'ai appris énormément de choses avec ce personnage-là. C'est qu'en fait, quand il me disait, en fait, ce qui est important, c'est le concept. Ce qui est important, c'est l'idée. Il me dit finalement, le film que je voulais faire aux États-Unis, c'est sur, en fait, lui en tant qu'Orient asiatique, nous en tant qu'Européens, on a une image des États-Unis qui a été transmise que par la culture, des films, des livres, des photographies, et donc on a une image qui est un peu stéréotypée, mais surfaite, et qui surtout n'existe plus. C'est une image qui a été fabriquée, en fait. Et il me disait, c'est ça que je veux dire dans ce film, c'est pour ça que je veux le faire là, c'est de montrer que ce monde, il est en train de disparaître. En fait, ce monde que nous, on a en tête n'existe plus. Et il me dit, finalement, ce film que je peux faire à New York, je peux le faire à Berlin, parce que je pense que Berlin, c'est la même problématique. Expliqué comme ça, je dis, bah oui, c'est pas bête, allons-y. Donc me voilà dans un avion pour aller à Berlin. Là, je fais des trucs. Alors là, c'est pas des diners, c'était des sortes de cafés, tout ça. Finalement, le seul endroit qui lui plaît, il y a 3 métros qui passent en dessous, 2 autoroutes au-dessus. Enfin, c'est juste impossible pour tourner. Donc, il me dit non. Finalement, on va revenir à New York. Donc, je reviens à New York. Voilà. En fait, moi, je suis parti le 17 septembre et je suis rentré 1 an après. En fait. Et à New York, finalement, on a fait un devis quand même en essayant de dire, si on le fait en studio, si on construit un truc. Et en fait, c'était toujours trop cher par rapport à l'argent qu'on avait. Et donc un jour on fait une réunion de crise avec les directeurs de prod et tout ça, et on lui dit non, l'argent ça rentre pas, il y a un truc ça va pas, quoi. C'est même en tournant peu, et il nous dit si on le fait, en fait si je fais un road movie à la place. On dit je fais un road movie, mais l'histoire c'est une fille qui va tous les soirs dans un diner où elle mange des trucs. Il fait ouais, mais je peux le raconter différemment. Elle peut traverser tous les États-Unis pour traverser la rue. Et il dit, si on le fait dans plein de villes, du coup, je serais moins chiant, moins... on pourra trouver des décors plus simples, je dirais pas tout le temps non et tout ça, ce sera plus simple. On dit, ça dépend du nombre de villes, mais oui, dans ces cas-là, on peut essayer de faire un truc où effectivement, ça rentre à peu près dans le budget. Et donc, finalement, My Blue Eyes est devenu une sorte de road movie, en fait, où la fille part de New York, fait le tour des États-Unis pour revenir à New York, traverser la rue et se rendre compte qu'elle peut aimer de nouveau quelqu'un, voilà. C'est l'histoire de My Blueberry Nights. Et enfin, une des histoires, parce que... on vous le conseille, en tout cas. Qui a été faite avec un chef français qui s'appelle Darius Khondji, très talentueux. Darius Khondji qui a bossé sur Seven. Qui a bossé sur Seven. David Fincher, donc on fait la boucle. Et puis surtout, pareil, qui a fait plein de pubs. Donc moi, j'avais fait plein de pubs avec Darius. J'ai fait avec Darius, parce que comme en fait, quand on a décidé de faire un road movie, par contre, on n'avait pas de brief, parce que comme on n'a pas de scénario, à part une fille qui traverse la rue pour aller dans un diner, pour trouver des décors, c'est pas simple. Donc du coup, il a dit, c'est pas grave, partez, faites des photos. Et donc, avec Darius, on est parti 6 semaines, et on a fait 20 000 km aux États-Unis, tous les deux. Et on photographiait tous les diners dans lesquels on s'arrêtait. Voilà. Comme en plus, il avait rencontré, quand il faisait la promo de 2046, il avait rencontré Norah Jones qui faisait la promo de son disque. Il a dit, ça va être elle l'actrice, c'est vachement bien. On lui a dit, mais c'est pas une actrice. Il a dit, mais c'est pas grave. Donc, du coup, en plus, on tournait avec une actrice non-actrice. Qu'après, Nathalie Portman est venue. Enfin, on a eu un casting absolument. Jude Law. Et Jude Law, qui était en pleine. Tempête médiatique parce qu'il couchait avec sa nounou et que c'était très compliqué de tourner avec lui parce que en fait aux États-Unis vous n'avez pas le droit d'interdire, quand vous tournez dans les rues, vous n'avez pas le droit d'interdire un set aux gens. Je sais pas, ils se réclament du 2e amendement ou je sais pas quoi. Donc en fait on demande poliment aux gens de pas venir et de pas traverser, mais ils sont pas obligés. S'ils veulent traverser, ils sont beaucoup moins respectueux que ici.
Donc il y avait beaucoup de paparazzi, beaucoup de voilà, c'était. Mais il y avait Nathalie Portman, Rachel Weisz, plein d'acteurs. Et surtout, on a fait un casting. Moi, j'ai rencontré David Bowie. Donc moi, j'étais comme un enfant. J'étais là, il se présente. Hi, my name is David. Je fais. I know. Mais voilà, enfin c'était. Stéphane, hein. Oui, non, mais c'était voilà. Donc et donc ce réalisateur donc travaille sans script. Donc il a pas de scénario et il a pas de scénario parce qu'il m'a expliqué que c'était compliqué pour lui d'imaginer en fait d'écrire un script et surtout en long métrage quand on écrit un script on le tourne rarement avant 2, 3, 4, 5 ans. Donc d'écrire quelque chose, de se retrouver 5 ans plus tard, pas forcément avec le casting qu'on avait imaginé, pas dans les bons décors qu'on avait imaginés, et il dit moi c'est hyper difficile du coup de me tenir, de m'enfermer dans un script. Donc en fait je vais garder le concept, garder l'idée, et je vais m'adapter en fait en fonction des décors dans lesquels je suis vraiment et la personnalité des acteurs que j'ai finalement vraiment à la fin. Mais encore une fois, vaut mieux s'appeler Wong Kar-wai pour faire ça. Alors, à l'époque, valait mieux s'appeler Wong Kar-wai que s'appeler, oui, Stéphane, parce que la personne vous dit. Mais même lui, il a fini par avoir des problèmes parce que aux États-Unis, c'est compliqué de vouloir tourner de manière un peu plus libre, en fait, parce que il y a tellement de contraintes avec les unions, en fait, aux États-Unis, où en fait, comme nous, on faisait un road movie. En fait, on a changé les 3/4 de l'équipe quand on est passé sur la côte ouest. On peut pas emmener les gens qui sont que côte est au niveau des syndicats. On peut pas les emmener sur la côte ouest. Donc on a le droit de garder le chef-op, mais tous les machinaux, les électros, à part ceux qui sont dans les 2 syndicats, mais comme ça coûte de l'argent, il y en a très peu qui le font. Donc ils sont soit East Coast, soit West Coast. Donc quand on fait un film comme ça dans plusieurs villes, on change d'équipe. c'est hyper étrange. Pour nous, français, c'est totalement surréaliste en fait parce qu'un film c'est un travail d'équipe donc on travaille tous ensemble, c'est une famille, enfin voilà, on passe 3 mois ensemble, voilà. Et là en fait toutes les 2 semaines quand on changeait de ville on changeait d'équipe. Franchement, c'était absolument génial parce qu'on a vécu 1000 vies, 1000 productions, etc. C'est ça la pub. On va même envisager de faire une deuxième Creative Talk de Le Retour. Ce serait le premier invité qui reviendrait en 2 parties. On va t'applaudir. Vraiment, c'était vraiment topissime. Je vais remercier Elvis à la réal. Je vais remercier Pablo, nos amis aussi au cadre qui ont fait Thomas évidemment au montage. Merci Stéphane pour ta venue ce soir. Merci aux étudiants pour votre présence et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle talk. À bientôt. Au revoir.